Bienvenue dans POV Disneyland, une immersion dans mon point de vue sur le monde de Disney. Welcome. That's it. Right here. Disneyland. Jeudi 3 octobre, POV Disneyland, épisode 2. Est-ce que c'est la honte d'être fan Disney ? Alors, je viens de passer de la gare, je viens d'arriver à Disneyland aujourd'hui. On est début octobre, c'est une journée magnifique. Les décos d'Halloween sont montées. Je trouve ça magnifique, c'est incroyable tout ce qu'il y a autour de moi. J'entends déjà là les petits wouh qu'ils ont mis dans la bande son du parc, c'est vraiment superbe. C'est magnifique. Il y a un peu moins d'un an, je suis retournée à Disneyland pour la première fois depuis genre 15-20 ans. Et ça a été un vrai choc pour moi. Je suis redevenue complètement folle dingue de Disney, du parc, et j'ai envie de creuser un peu tout ça. Mais puisque j'ai redécouvert le parc à la saison de Noël, et bien en fait c'est la première fois depuis 20 ans que je vois la saison d'Halloween au parc. Et d'ailleurs en fait la seule fois que j'étais venue quand j'étais petite c'était Halloween aussi, mais j'avoue je me souviens de rien, enfin de quasiment rien quoi, à part des sensations, des odeurs et tout ça, des attractions plutôt, mais j'avais pas trop fait attention aux petits détails là qui agrémentent Main Street, la musique qui est aussi thématisée, les petites citrouilles qui volent dans l'air, les fantômes qui sont mi-funky, mi-spooky. Je trouve ça vraiment magnifique. Et donc, depuis un peu moins d'un an, je suis obsédée par Disney, par Disneyland. J'y pense tous les jours de ma vie, tous les matins quand je me réveille, j'y pense. C'est aussi un peu mon moteur en ce moment. Attends, je vais me poser là, voilà. Je me pose juste en face du château, là je serai très très bien. Il y a un moment dans ma vie où j'ai eu envie de sortir de la culture mainstream entre guillemets, dans laquelle j'ai bercé toute mon enfance, mon adolescence et tout ça. C'est pas forcément quelque chose que j'ai fait en conscience, je me suis pas dit oh non, il faut que je sorte des sentiers battus. Mais juste, voilà, il y avait des choses qui m'intéressaient, du coup j'avais besoin de creuser plus loin, et donc j'arrivais parfois dans des musiques, des films un peu plus niche et tout que ce que je consommais entre guillemets avant comme contenu. Et ensuite ça a un peu tracé mon parcours, parce que je travaille plus ou moins dans le milieu culturel, et du coup je suis plutôt dans la côté culture un peu niche, des choses que je connaissais pas avant d'arriver dans ce milieu-là d'ailleurs, et que j'ai dû apprendre aussi sur le tard et tout. Mais voilà, en tout cas, dans mon milieu de travail habituel, Disney est pas forcément trop là quoi. Et donc, je suis en phase de découverte totale de ce que c'est que d'être fan Disney en étant adulte. Sans être d'ailleurs entourée de personnes qui sont fans aussi. J'ai des amis qui aiment bien, mais parfois c'est plus du second degré ou un peu de nostalgie. Mais je connais personne qui soit vraiment fan obsédé quoi. Et j'avoue que un des sentiments qui me traverse depuis que je suis retombée là-dedans, c'est parfois un peu de honte. Plus tôt dans l'année, à l'occasion de mes 30 ans, mes merveilleux petits papa et maman
m'ont offert un séjour à Disney, donc sur 2 jours, avec l'hôtel et tout ça. Et du coup, on est allés tous les 3. Et donc on s'est retrouvés tous les 3 à Disneyland, donc avec mes parents qui ont plus de la soixantaine et moi qui a 30 ans, dans un moment où je crois qu'il y avait un peu des vacances, pas forcément scolaires en France, mais peut-être en Espagne, un truc comme ça. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup d'enfants et de très jeunes enfants, et en fait très peu de personnes adultes seules ou en groupe et tout ça. Et je me souviens de la file d'attente pour aller faire Peter Pan. Donc on fait la file d'attente, on fait les zigzags machin. On voit le petit, le petit coaster partir. Et tout autour de nous, il n'y a que des enfants, que des familles avec des enfants. Et du coup, il y a eu comme un espèce de malaise entre nous. Enfin, tu sais, le moment où t'es ensemble et puis il y a ce petit tabou, on ne sait plus trop quoi dire et voilà. Et bon, après, c'est vite passé, hein. On est retombé dans le truc, c'était super sympa, on s'est vachement amusé, tout le monde a adoré le parcours. Mais je sens que quand même, voilà, cette honte a un peu taché le truc. Bon, je vais en profiter pour faire Blanche-Neige tant qu'à faire. Une autre fois, je suis allée avec des amis à Disney. Et je me souviens on discutait avec eux des autres personnes adultes qui avaient des ears, donc des petites oreilles. Et je me souviens qu'il y avait quand même un sentiment de la part de mon entourage et même de moi-même aussi, de me dire c'est vrai que c'est un peu étrange quand même pour des adultes de porter des petites oreilles comme ça et tout. Voir c'est cringe quoi, c'est cringe. Et bref, je voulais interroger tout ça. Voilà, donc je voulais en fait interroger un peu ce sentiment de honte ou de cringe, tu sais, qu'on peut ressentir quand on est fan de Disney. Et voilà, savoir ce que ça voulait dire de cringer exactement aussi. Donc j'ai fait mon petit travail non pas sociologue parce que j'ai pas de doctorat, mais j'ai quand même fait des études en sociologie et j'ai essayé de reprendre mes petites méthodes d'analyse et tout. Donc je suis allée farfouiller un peu dans internet, dans mes bouquins et tout. Et voilà, je voulais vous faire part de mes réflexions par rapport à ça. Alors je fais juste une petite aparté parce que je trouve que les Blanche-Neige, les petits... les attractions comme ça de Peter Pan, Blanche-Neige, Pinocchio, je les trouve magnifiques en fait. Et il y a juste... effectivement, c'est plus un format enfantin, parce que c'est très court, c'est très dynamique. Les émotions qui traversent les attractions sont assez simples, quoi. C'est de la joie magnifique, ou de la peur, de la colère, de la tristesse, du rire, et voilà quoi. Mais je les trouve magnifiques, je trouve tous les automates magnifiques. Le dark ride, donc le fait de se déplacer dans le noir, c'est trop beau. Tous les détails sont incroyables. Franchement, à chaque fois que j'y vais, je vois des nouveaux détails. Je trouve ça magnifique d'être plongé dans un film, en fait. D'avoir cette rétraction narrative, quoi. En 1 minute et demie, on voit tout le film, quasiment. Avec les scènes phares et tout, et je trouve ça vraiment super. Bref. Et cette pomme empoisonnée à blanchir. Sur le mur. Vas-y, bêtisé. Le tour est joué.
boutique Blanche-Neige. Donc déjà, une des sources principales que je suis allée chercher pour interroger cette honte, ce cringe, c'est une vidéo de ContraPoints, qui est une youtubeuse, c'est une femme trans, qui a fait des études de philosophie et qui étudie la culture internet un peu et toutes les questions relatives au genre, les questions sociétales et tout ça. Elle a fait une vidéo justement sur le cringe pour définir ce que c'était et comprendre un peu d'où ça venait et qu'est-ce que c'était. Et donc le cringe, enfin je crois que vous voyez ce que c'est quand on dit cringe, c'est vraiment genre malaise quoi, c'est gênant pour la personne d'être ça, ça me gêne pour elle, voilà. Et on sait que il y a différents cringe, il y a le cringe pour une autre personne, il y a une cringe pour soi-même, c'est un peu la honte pour une autre personne ou pour soi-même quoi. Donc ce que je peux ressentir parfois quand je me balade à Disneyland toute seule, je peux avoir des sentiments de je cringe toute seule là, je suis mal à l'aise d'être toute seule là dans la file d'attente de Pinocchio. Ce que dit ContraPoints, c'est que souvent quand on cringe par rapport à quelqu'un d'autre, donc c'est quand on a honte, quand on est embarrassé pour quelqu'un d'autre, en fait ce qu'elle explique c'est que souvent le sentiment de malaise vient du fait que on sent que la personne manque de conscience de soi. C'est-à-dire qu'elle devient malaisante sans s'en rendre compte, quoi. Par exemple, je sais pas, elle va parler longuement avec beaucoup d'emphase d'un argument politique ou je sais pas, une position de quelque chose, et en fait, elle est pas au courant qu'elle se trompe. Et du coup, on est gêné pour elle parce que on se rend compte qu'elle a pas conscience elle-même du fait qu'elle soit gênante, quoi. Sur internet, il y a eu une grande phase de fascination et d'addiction au contenu cringe. Donc c'était beaucoup de vidéos, des react vidéos quoi, avec des gens qui regardaient d'autres personnes s'embarrasser sans qu'elles s'en rendent compte quoi. Je sais pas, par exemple, vous savez, les vidéos compilations de nouvelles stars où des personnes viennent chanter devant le jury. En fait, elles chantent objectivement très faux, alors qu'elles sont on fire et elles se pensent un peu Beyoncé. Il y a eu vraiment un gros engouement pour tout ce contenu-là. Et c'est, je pense, un peu problématique. Et enfin, ce que ça dit de notre rapport aux autres est un peu gênant, je trouve, justement. Parce qu'en fait, ce que dit ContraPoints et ce que disent d'autres sociologues, c'est que le fait d'avoir honte des autres, et en plus de le dire aux autres, voilà, de le performer, donc c'est-à-dire de se mettre en groupe pour rigoler de quelqu'un, de discuter de comment c'est cringe qu'un autre adulte soit déguisé en Mickey ou je sais pas. C'est une manière de se distancier déjà de la personne qui sort un peu de la norme et de se conforter soi-même dans le fait qu'on soit bien standard et que surtout c'est pas nous qui nous ferons moquer puisque on se place directement du côté des personnes qui moquent. Donc comme ça on se dissocie, on s'éloigne avec un petit peu de mépris de la potentielle cible d'humiliation quoi. Il y a quelque chose que je trouve vraiment fondamental là-dedans, c'est que quand on humilie quelqu'un, quand on a honte pour quelqu'un, c'est souvent que la personne sort des cadres, sort des normes. Il y a beaucoup de contenus de cringe react qui sont en fait destinés à humilier entre guillemets des personnes neuroatypiques, donc des personnes qui peuvent par exemple avoir un autisme ou effectivement un truc de moins comprendre une intelligence un peu sociale, donc comprendre les codes sociaux, etc. Et au-delà de ça, même si on est neurotypique, même si je ne pense pas que ça existe, mais bref, même si on est la personne la plus normale entre guillemets de la Terre, on a toujours un peu, tout le monde a des bizarreries entre guillemets, enfin tout le monde a quelque chose de atypique en soi. Et en fait, le fait de cringer
aux autres, c'est aussi essayer de se distancer de son propre atypisme, quoi. Voilà, dans l'histoire de YouTube, les gros moments de cringe react, enfin avec les vidéos là des gens qui exprimaient leur malaise en regardant d'autres vidéos, c'était surtout dirigé vers des personnes lesbiennes, homosexuelles, gender fluide, des trans. Il y a eu beaucoup de contenu cringing at sur des personnes trans, des personnes grosses énormément, des personnes poilues. Enfin voilà, sur les cringe compilations, en fait, c'était beaucoup sur des personnes qui sortent juste du schéma classique hétéronormé dans la société telle qu'on la connaît. Et donc ContraPoints finit par donner quelques critères principaux qui activent le cringe, enfin la honte qu'on a ou l'embarrassement pour quelqu'un d'autre, qui est une forme de déviance, en plus d'une sincérité passionnée et d'un amateurisme. Voilà. À ça s'ajoutent aussi des intérêts obsessifs dans des hobbies non conventionnels et des statuts sociaux assez bas. Donc comme ce que je disais, voilà, des personnes qui font partie de minorités assez discriminées, les personnes gays, les personnes grosses. Et donc, pour moi, ça fait vachement écho avec ce qui se passe à Disneyland, dans le sens où, à Disney, bon, certes, il y a beaucoup d'enfants et tout ça, même si, unpopular opinion, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui viennent avec leurs enfants à Disneyland juste pour se permettre, eux, de venir à Disneyland, parce que sinon, ils ont trop la honte. Alors qu'en vrai, enfin, voilà, la plupart du temps, les enfants de moins de 1 an, ils captent rien, et ils sont un peu submergés, d'ailleurs, de trop de bruit, de monde et tout ça, bref. Mais oui, j'ai l'impression que Disneyland, c'est un peu le temple de tout ça, dans le sens où c'est un monde qui recrée ses propres règles, donc qui, de fait, est quelque part atypique, même si c'est par ailleurs un empire mainstream, et donc une culture vraiment hégémonique, enfin dominante partout. Mais quand on est un adulte qui vient à Disneyland, et ben en fait, on se rattache à des règles sociales qui sont plus celles du dehors. Enfin, ça c'est voilà classique. C'est pour ça qu'on peut s'autoriser de mettre des ears, je sais pas, de faire du Disney Bound, de s'habiller comme on veut. Enfin voilà, qui est cette totale liberté. Et ben en fait, ça permet aussi à pas mal de personnes qui sont en dehors du parc, qui ont justement des statuts sociaux assez bas, donc des personnes grosses, des personnes queer, des personnes qui font partie de la communauté LGBT, puis plus, des personnes poilues, des personnes avec un style vestimentaire qui n'a jamais correspondu aux standards de la société. Ce parc en fait offre, je pense, cette liberté d'expression de soi qui en fait trouble les personnes qui viennent avec les a priori de l'extérieur. Voilà, par exemple mon père qui est pas du tout là-dedans, il était vraiment interloqué par tous ces adultes qui tout d'un coup mettent des couleurs, des paillettes, se maquillent, enfin voilà, qui sont à fond là-dedans. C'est vrai que ça chamboule un peu par rapport aux normes de ce qu'on voit d'habitude. Je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus, dans le sens où je pense que collectivement, ça serait bien qu'on prenne conscience que le fait d'utiliser ce truc genre « ah, cringe », en fait, c'est souvent pour rappeler à l'ordre, entre guillemets, des pratiques qui sont atypiques socialement. Et l'atypisme social, en fait, c'est super aussi, enfin, tant que c'est pas méchant, destructeur et trop chaotique. Mais voilà, je sais qu'il y a aussi dans le cringe quelque chose d'empathique, quoi. On a honte pour la personne parce qu'on a peur pour elle, qu'elle se prenne un peu, justement, qu'elle s'humilie toute seule, quoi. Mais c'est notre propre rapport à l'humiliation qu'il faut aussi interroger, en fait. Par rapport à ça, la vidéo de ContraPoints, qui dure quand même 1h30 et qui est hyper bien construite, je vous invite vraiment à aller la voir. Elle est en anglais par contre, mais elle est sous-titrée en anglais. Elle finit par dire que pour se débarrasser de cette honte qu'on peut ressentir parfois, ou ce cringe,
en fait, une des réponses qui est souvent apportée, c'est la fierté. Se dire, mais en fait, je suis fière de ce que je suis fière de ce que j'ai construit, de comment je m'exprime, de comment je vis ma vie et tout ça. Je pense que c'est une réponse super, mais une réponse peut-être plus saine d'après elle, c'est aussi l'auto-indifférence. Et ça, c'était Melissa Dahl aussi, une autrice qui a écrit un livre qui s'appelle Cringeworthy, qui disait que la solution, c'était pas le self-love, mais le self-indifference. Donc l'idée de se dire, mais en fait, c'est pas très grave si je suis pas à un moment donné dans la norme, c'est pas très grave si je suis pas parfaite là-dessus, aussi de se décentraliser un peu de la conscience de soi, en fait, quelque part. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'était quand même un peu un exercice pour moi de me laisser aller dans cette nouvelle passion et dans cette nouvelle obsession. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont un peu à creuser, mais j'en parlerai dans d'autres épisodes. Il y a notamment la honte d'aimer quelque chose qui n'est pas tout le temps en accord avec mes valeurs. Notamment le fait que ce soit vraiment un empire capitaliste énorme et qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau écologique, au niveau social. Moralement et politiquement, c'est quand même compliqué parfois, mais ça j'en parlerai dans un prochain épisode. En tout cas, je trouve les décorations à Frontierland notamment magnifiques. Là, la nuit va bientôt tomber. L'endroit où je préfère être la nuit, c'est vraiment à Discoveryland. Et d'ailleurs, en fait, là, toute la journée qui vient de passer, c'est vraiment super. Il a fait magnifiquement beau sur le parc. Les couleurs étaient superbes. La parade était incroyable. On était sur le hub en plus, bien placé, un peu au hasard, mais on s'est mis là. Mais je sais que pour moi, vrai parc Disneyland, en fait, il s'ouvre la nuit. Le vrai parc, il s'ouvre quand la nuit tombe, quoi. Là, pour moi, c'est... Ok, là, ça y est. Là, c'est vraiment féerique. Là, c'est vraiment mon monde de magie. Déjà parce que j'aime la nuit de manière générale. Le fait que vraiment on rentre dans une espèce de bulle temporelle où il y a tout ce que j'aime avec des petites fenêtres éclairées dans la nuit, où les détails s'éclairent aussi. Que ce soit très réconfortant et ouais, forcément magique, quoi. Là, c'est vraiment superbe. Donc voilà, Discoveryland, magnifique comme d'habitude. Il y a même Hyperion, je suis trop fan d'Hyperion. J'aime pas trop manger là-bas, mais rentrer dans Hyperion comme ça, je pense que je ferai le prochain enregistrement que je le ferai là-bas. J'adore cette espèce de sensation de grandeur que tu as quand tu rentres dans la pièce, avec les petits dessins animés qui tournent en fond, là, ça active aussi quelque chose de très mémoriel, quoi, dans ma tête, de nostalgique, tu sais, avec la télé qui tourne en fond et puis toi tu fais autre chose parce que t'as 5 ans et t'arrives pas à rester trop longtemps assise en place. Donc ouais, non, j'adore, et puis tout cet univers de Jules Verne et tout, ça me fascine. Je m'appelle Juliette, je fais ce podcast de manière un peu anonyme parce que justement j'ai envie d'avoir la totale liberté de ton, la liberté de format, quitte à ce qu'il y ait personne qui écoute, parce que je peux pas en faire la promo du coup, voilà. Mais ouais, j'avais envie de rester un peu anonyme, aussi parce que professionnellement, entre guillemets, je travaille dans la radio et le podcast, et du coup j'avais besoin de me laisser un espace de liberté pour faire un format très simple, pas trop travaillé, là où je parle sans avoir trop écrit et tout, et pareil au niveau du son, c'est pas trop chiadé, quoi. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, je serais très heureuse de savoir quel est votre rapport, vous, à la honte quand vous allez dans un parc. Est-ce que si vous êtes fan Disney depuis toujours, depuis des années, est-ce qu'il vous arrive quand même de ressentir parfois ce petit cringe, quoi, enfin ce petit moment de gêne? Ou est-ce que c'est quand vous amenez votre famille sur le parc?
Est-ce que c'est quand vous rencontrez des personnes? Ça c'est pareil quoi, quand je connais pas très bien des personnes, que je leur parle de mon parcours et tout, et que tout d'un coup sorti de nulle part je leur dis je suis fan Disney, ils sont un peu interloqués. Donc voilà, je serais très curieuse de savoir quel est votre rapport vous à tout ça. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. L'idée, ça sera comme ça, de déplier plein de petites thématiques plutôt sociales sur mon expérience dans le parc. Et puis de continuer à flâner comme ça dans les allées du parc. C'est vraiment ça qui me rend heureuse. Donc voilà. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, @pov-Disneyland. J'ai aussi un TikTok, mais voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles, à en parler autour de vous. Voilà, je débute vraiment de 0 puisque je suis un peu anonyme. Donc n'hésitez pas à partager. Je vais aller me faire un petit train de la mine là pour terminer la journée. Ça va être super là dans la nuit, avec les lumières des décorations d'Halloween, ça va être incroyable. À bientôt dans POV Disneyland.